Tout à fait. J'ai le sentiment que depuis quelques années, il y a clairement un changement d'attitude de la part des dirigeants chinois et des choix de politique économique qui sont assez différents. J'ai vécu et pratiqué toute une période où les entreprises étrangères étaient bienvenues. C'est ce que vient nous dire Philippe Barin. Cette ère-là, je l'ai vécu, je l'ai pratiqué. Valourec qui a participé, Saint-Gobain avant aussi, où c'était l'accueil des entreprises étrangères, des grands frères, comme avait dit Deng Xiaoping à un certain moment, dont on attendait un certain nombre de technologies, aussi d'ailleurs de voir comment elles manageaient les entreprises, parce qu'il y a une très grande curiosité, il y avait une très grande curiosité de la part de la Chine sur les modes de management à l'occidental, et donc avec pas mal de conditions qui parfois étaient difficiles à accepter, il y avait au moins une volonté d'accueillir. Dans le secteur où j'opère aujourd'hui, qui est donc classé comme le secteur de l'acier, même si en fait nous sommes dans une niche assez technologique qui est liée au secteur de l'énergie, cette politique-là, elle est déjà terminée, elle est déjà derrière nous. Nous sommes peut-être un peu en avance sur le secteur automobile de ce point de vue-là. Il n'est plus possible depuis maintenant 5 ans pour une entreprise étrangère d'avoir la majorité dans une joint venture dans le secteur de l'acier. Et je vois des politiques de même type se développer dans le secteur de l'énergie, donc mes clients. Donc à la fois, je ne peux plus, en tant qu'industriel producteur de produits en acier, avoir une usine que je contrôle en Chine, et je vois que c'est une histoire qui arrive aussi à mes clients, et notamment aux entreprises occidentales qui auraient... Même à moitié, vous ne pouvez même plus avoir une JV 50-50. 49%. Et à partir du moment où on est en minorité, sous toutes les latitudes, c'est compliqué, mais sous les latitudes chinoises, ça l'est encore un peu plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça change. Et pour illustrer ça, j'ai relu la politique de l'acier chinoise. Alors, c'est assez intéressant. La Chine fonctionne, comme vous le savez, en plans quinquennaux, qui, à la différence des plans que nous avons pu faire en France, sont exécutés. C'est ça qui est fantastique. C'est à l'ancienne. Voilà. Il n'y a jamais de surprise en Chine, d'ailleurs. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Donc, leurs plans sont exécutés. Et en général, même, ils sont dépassés. Toujours un petit peu plus. Alors, le plan précédent, le mot d'ordre dans le secteur de l'acier, c'était big. Il s'agissait de devenir big, c'est-à-dire numéro 1. Numéro 1 dans la enfin, c'est très important, et d'ailleurs Eric Israelevich il consacre quelques pages dans son livre. C'est frappant à tous les niveaux de la hiérarchie, toutes les personnes qu'on rencontre en Chine, que ce soit vraiment des gens du niveau modeste, le maire d'une petite municipalité ou un grand dirigeant, il y a l'obsession d'être numéro 1. Alors, ce qui en soi est tout à fait logique et compréhensible. À la limite, nous avons les mêmes ambitions, mais la définition du numéro 1 est propre à la Chine, c'est strictement les volumes. Donc on va être numéro 1 en volume. C'est les tonnes dans notre industrie. Je pense que ça doit être le nombre de voitures dans l'industrie où opère PSA. Donc il s'agit d'être numéro 1, donc d'avoir des capacités qui permettent de s'affirmer comme numéro 1. Et alors effectivement, pendant cette période de 5 ans, la Chine est devenue le premier producteur mondial d'acier. Et puis c'est pas juste numéro 1. C'est carrément la moitié de la capacité et de la production, d'ailleurs, mondiale d'acier. La moitié. Et 50%. De la consommation aussi, d'ailleurs. Et la consommation par voie de conséquence. Donc, ils sont devenus effectivement big. Alors, ceci a entraîné un certain nombre de conséquences sur lesquelles je crois qu'il faudra revenir, parce que c'est le problème, à mon avis, aujourd'hui, de l'industrie chinoise, qui est la génération de considérables surcapacités. Je vais y revenir dans un instant. Mais je passe au deuxième plan, enfin, ce qui est d'ailleurs pas le deuxième, le plan qui vient d'être arrêté l'an dernier. Et là, on passe de big à strong. Les Chinois ont le sens du mot d'ordre. Donc, on passe de big à strong. Et quand je demande aux autorités chinoises ou à mes concurrents locaux, puisque là-bas, on peut rencontrer ses concurrents, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils déroulent toute une logique, très bien illustrée, d'ailleurs dans votre dernier article aussi, j'en profite pour le dire, la semaine dernière, dans Les Échos, sur l'innovation. Donc, ils se sont rendus compte que la logique de croissance des capacités à outrance générait pas mal de problèmes.
d'abord des problèmes domestiques sur leur marché national. Les prix sont les plus bas du monde, et c'est vrai dans notre industrie comme dans beaucoup d'industries d'ailleurs, à cause de l'existence de surcapacités considérables. Et puis ça commence à leur créer des problèmes à l'extérieur, parce que les exportations telles qu'ils sont obligés de les pratiquer et au niveau de volume et de prix où ils les pratiquent, leur crée un certain nombre de difficultés. De plus en plus de pays dans le secteur de l'acier ont mis en place des dispositifs anti-dumping, etc. Donc la conclusion, c'est que big atteint ses limites, donc on doit devenir strong. Et strong, ça veut dire développer des technologies, ça c'est ce qui est écrit, et je pense qu'ils vont de plus en plus aller vers une deuxième étape du strong, qui est le service. Parce qu'il faut bien dire que dans leur politique d'exportation, nos concurrents chinois ont un point qui est très fort, qui est les prix, évidemment. Un point sur lequel je ne prendrai pas position, car on pourrait dire que je suis partisan, qui est la qualité, mais il y a un point où clairement ils sont faibles et ils le reconnaissent, qui est le service. Et le service en particulier, l'accès au client final. Donc il y a toute une question d'accès au marché, de distribution, de réseau de distribution, etc., qui est un de leurs problèmes. Et puis il y a les marques, dans les métiers, bien sûr, les industries où il y a des marques, ce qui n'est pas tellement le cas chez nous. Et donc il faut maintenant qu'ils acquièrent ces savoirs et ces compétences. Et on est dans cette phase-là. Et l'une des façons pour eux de le faire, c'est de se garder le marché chinois, premier axe de la stratégie, que nous voyons commencer à être mis en œuvre dans les secteurs où Vallourec opère, et surtout où ses clients opèrent. Et puis, par ailleurs, acquérir ces technologies, et ceci, à mon avis, ne fait que commencer par des acquisitions de sociétés hors de Chine. Alors, ce que nous voyons effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs de l'énergie, où la Chine est le premier marché mondial, les fournisseurs étrangers ne sont plus les bienvenus. Alors, il faut juste avoir les ordres de grandeur en tête. J'ai dit tout à l'heure la moitié de la capacité de production d'acier. La Chine, c'est aussi la moitié des centrales nucléaires en construction dans le monde aujourd'hui. Je dis bien la moitié. La moitié des centrales thermiques au charbon en construction dans le monde aujourd'hui, et en fait 70% de la capacité de production des dites centrales. Donc c'est le marché de très loin, et pour encore un certain nombre d'années certainement, le plus important. Donc les entreprises étrangères, soit celles qui sont déjà installées, comme c'est notre cas, soit celles qui cherchent à y venir, sont intéressées par ce marché. Et c'est de plus en plus difficile d'y être autorisé. Mais vous qui y êtes, justement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Est-ce que ou finalement, maintenant que vous y êtes, vous profitez à fond de ces 50% du marché? Je pense que pour les entreprises des secteurs comme les nôtres qui ne vendent pas au consommateur final et où il n'y a donc pas de protection ou de valorisation de la marque, ça va devenir de plus en plus difficile. Entre un produit chinois, on commence à le constater, entre un produit chinois fabriqué en Chine par une société à capitaux d'État et une entreprise et un produit fourni par une entreprise étrangère, importé bien sûr, mais même produisant sur place, on sent que la tendance est de favoriser le produit chinois. Ceci d'autant plus que le client comme le fournisseur sont quand même des entreprises d'État, des vraies entreprises privées. Il n'y en a quand même pas beaucoup en Chine. On en parle, on cite toujours les mêmes cas, Huawei ou deux constructeurs automobiles. Mais pas dans votre secteur. Mais pas dans notre secteur. Et dans la plupart des secteurs, notamment les secteurs de l'énergie, les secteurs des transports, les secteurs des infrastructures, qui sont les secteurs où la Chine aujourd'hui, c'est la moitié du marché mondial. Dans tous ces secteurs-là, nous sommes en phase d'entreprise d'État. Donc, quel que soit les proclamations d'ouverture, de conformité avec les engagements pris à l'OMC, la réalité, ce sont des échanges directs entre entreprises d'État dans lesquels je crains que les entreprises d'origine étrangère, même avec des partenaires, auront des difficultés croissantes.